présentation de l'activité, voilà, au cabinet ou en ligne. Le cœur de l'activité, c'est ce que l'on va appeler l'émotion, mais on va redéfinir ce que c'est réellement l'émotion. Effectivement, si on ne rencontre jamais nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos anxiétés, nos angoisses, nos sensations de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation, si on ne rencontre jamais nos frustrations, si on ne revisite jamais en conscience ce que l'on a vécu qui est difficile, à un moment donné, malheureusement, on risque de reproduire encore et encore des comportements. Effectivement, nos émotions ont tendance à créer, on va dire, des croyances inconscientes, et ces croyances inconscientes, malheureusement, peuvent créer des comportements. Donc effectivement, on n'a pas l'habitude de prendre en compte nos émotions, et ce que l'on a l'habitude de faire, c'est de poser des mots, un peu comme des étiquettes sur ce que l'on a vécu. J'ai vécu de la peur, de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, etc. Et donc effectivement, en quoi comprendre que j'ai vécu de la colère libère ma colère. Surtout que si vous commencez à explorer par exemple la colère, eh bien, très souvent vous allez retomber sur d'autres émotions, quelque chose qui est plus en lien avec une sensation de tristesse ou d'abandon. Donc le cœur du changement, et si on veut avoir une vision plus globale, plus profonde aussi de nos caractères, de la manière dont on fonctionne, de nos attentes profondes, à un moment donné, je dois rencontrer les émotions. Alors bien sûr, effectivement, il y a plusieurs manières de se rencontrer, de rencontrer nos émotions. On peut aussi passer par une analyse plus mentale pour commencer ce travail, comme par exemple l'énéagramme. À ce titre-là, bien oui, je peux vous accompagner à travers un accompagnement individuel, là encore, au cabinet ou en ligne. Il y a la formation, les formations en ligne, énéagramme, que vous pouvez suivre. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, où il y a aussi de nombreuses vidéos. Voilà, l'énéagramme est un mot un peu curieux, un peu barbare, pour expliquer quelque chose de simple. Malheureusement, on est extrêmement prévisible sous stress quand on a trouvé notre personnalité énéagramme. Donc, je peux vous accompagner aussi à travers l'énéagramme. Effectivement, c'est tout un château de cartes qui s'écroule, ou en tout cas, c'est une mise en lumière de nos fonctionnements. Si on ne se comprend pas bien, si on ne se connaît pas en réalité, eh bien, effectivement, on ne peut pas réellement changer ce qui nous dérange. D'ailleurs, qu'est-ce qui nous dérange? En fait, ce qui nous dérange souvent, c'est nos émotions. Et donc, on peut réapprendre à vivre aussi le stress ordinaire, le malaise ordinaire. Le malaise ordinaire, il va être étiqueté mentalement à travers des situations. Alors on va se dire, je suis pas bien parce que mon patron m'a mal parlé au travail, je suis en colère parce que mon enfant réagit pas comme j'aimerais, etc., etc. Mais tout ça, toutes les émotions, en réalité, sont et ne sont que des sensations corporelles. On peut prendre quelques exemples. Alors, on va parler d'Erika. Erika, eh bien, par exemple, on lui crache dessus à l'école. Quand elle rentre le soir à la maison, et qu'on lui demande, mais finalement, ça te fait quoi quand on te crache dessus? Erika, la petite Erika, elle dit, en fait, ça me sert ici. Quelques semaines plus tard, Erika, elle tombe en vélo, et quand on lui demande, qu'est-ce que ça te fait quand effectivement tu as senti que ton genou cassé? Oui, quand je me souviens de l'accident, en fait, ça me sert ici, en fait. Et quelques années plus tard, ou quand elle sera grande, elle apprendra que, eh bien, son mari couche avec la voisine. Et qu'est-ce que ça te fait, en fait? Qu'est-ce que ça te fait quand tu as lu des SMS? En fait, ça me sert ici. Alors bien sûr, le mental va traduire les événements différemment. Voilà. Bien sûr, dans le cas de l'école, peut-être que ça va parler d'humiliation ou de rejet. Dans le cas de l'accident de vélo, peut-être que ça va parler peut-être d'insécurité corporelle. Dans le cas de la trahison avec son mari, peut-être de trahison ou d'humiliation, là encore. Donc bien sûr, l'étiquetage mental a sa place, et d'une certaine manière, c'est toujours intéressant de bien connaître finalement qu'est-ce que l'on vit. Voilà, qu'est-ce que l'on vit au quotidien. C'est une première étape qui est fondamentale. À ce titre-là, encore une fois, l'énéagramme peut cadrer tellement bien le travail. Voilà, c'est une première étape. Alors effectivement, cet accompagnement, il peut être aussi donc sensoriel. Et puis effectivement, si on n'arrive pas à rencontrer les émotions comme ça, et malheureusement, on ne va pas se mentir, l'immense majorité d'entre nous, on a tellement désappris à vivre le corps dans la sensation, hein, et qu'on a besoin d'un coup de main. En fait, on a besoin d'être aidé. Et là, il y a des approches qui ont trouvé des bases scientifiques qui peuvent nous aider à revenir dans la sensation. Il en existe de nombreuses. Je peux vous en proposer deux.
la désensibilisation oculaire, qui dans une certaine mesure a trouvé ses bases scientifiques, on pourrait dire. C'est un mouvement oculaire qui se fait tout en conscience de l'événement ou on pourrait dire de la croyance limitante. Effectivement, parfois, on va pouvoir libérer très rapidement des sensations et même parfois des sensations très choquantes, traumatisantes. Pourquoi? Parce que ces événements arrivent rapidement. Souvenez-vous, Erika, elle est tombée en vélo, mais 2 secondes avant, c'était sa passion. Bien sûr, 2 secondes plus tard, c'est sa phobie. Mais pourquoi faudrait des semaines, des mois, des années de thérapie pour libérer quelque chose qui est arrivé en 2 secondes? Voilà. Quand elle se remémore l'accident, elle a une sensation. À ce titre-là, on pourrait parler tout de suite des limites de l'hypnose. Voilà. En fait, pour que l'hypnose ne soit pas uniquement de la pensée magique, c'est-à-dire pour que l'hypnose, ça marche, pour mal le dire, eh bien l'hypnose doit nous faciliter cette rencontre émotionnelle. Effectivement, si par exemple Erika se dit « je peux refaire du vélo, c'est ma passion, je veux refaire du vélo, je vais réussir à en refaire », ça c'est une pensée. Ce qui prime dans notre vie, c'est l'émotion. Effectivement, elle va vouloir refaire du vélo et quand elle va être devant la pédale, quand il va s'agir de remonter sur le vélo, de refaire une descente, à ce moment-là, elle va ressentir de nouveau, et il y aura peut-être même l'image du choc du moment où elle est descendue. Et donc, c'est toujours cette sensation qui, malheureusement, nous amène à agir d'une certaine manière ou nous amène à ne pas vouloir agir. En réalité, on veut se couper de cet univers et ça peut nous amener dans des niveaux de stress et d'anxiété massifs. Voilà. Donc, au lieu de résister à la sensation, et beaucoup d'entre nous, on le fait, la désensibilisation oculaire, ou on pourrait dire aussi l'hypnose, nous aide à rencontrer ces sensations, pour le dire ainsi, avec détachement. C'est-à-dire ne plus en faire une histoire personnelle, mais regarder simplement dans un état conscientisé, en dehors presque du temps, voir en hypnose qu'en réalité cet accident que j'ai eu en vélo, c'est terminé. Et donc, c'est des états qui sont vécus en hypnose ou avec de la désensibilisation oculaire qui permettent de prendre une forme de recul par rapport à l'événement. Bien sûr, il se passe tout un tas de choses à ce moment-là, il y a une forme d'apaisement. On pourrait dire qu'on se sent aussi traversé par tout un tas de sensations, c'est sans danger, à part le fait que ça risque de beaucoup vous détendre. Et ça, effectivement, ça nous amène à regarder les événements de manière différente, de conscientiser les choses beaucoup plus en profondeur. Effectivement, avant qu'elle fasse le travail de désensibilisation, eh bien, Erika disait qu'elle avait peur du vélo. Et puis en fait, en plongeant dans ce souvenir, en rencontrant ce qui s'est passé au moment de l'accident, elle s'est rendue compte qu'elle avait aussi ressenti de l'abandon. Parce qu'elle avait appelé sa maman à ce moment-là, et là, sa maman n'avait pas décroché. Et le fait qu'elle n'a pas décroché, elle s'est rendue compte qu'elle s'est sentie abandonnée, pas soutenue, seule. Et en fait, ce qui l'a bloqué beaucoup plus que l'accident en elle-même, c'est le fait qu'elle s'est dit « je suis seule » en fait. Et elle s'est rendue compte que ce n'est pas la première fois qu'elle vivait ça, que plus petite, elle avait vécu ça aussi. Donc, ce travail de rencontre sensorielle, c'est-à-dire vraiment la vie sous les épaules. Quand on fait un rendez-vous, bien sûr, on peut l'axer, je le disais tout à l'heure, sur l'énéagramme, mais l'énéagramme nous amène d'une manière également à rencontrer ce qui se passe ici. Donc, à un moment donné, effectivement, j'amène souvent à « mais comment je le ressens ?» Voilà. Parce qu'effectivement, le mot colère ne porte pas de colère. Le mot tristesse ne porte pas forcément de tristesse. Et puis, si vous ressentez, par exemple, une émotion lourde, en lien avec le passé, par exemple. Admettons que vous avez vécu quelque chose de très lourd dans le passé. Au moment où vous le vivez, où vous vivez cette chose, où vous repensez à cet événement compliqué que vous avez vécu, si vous êtes authentique, c'est pas la pensée du passé que vous ressentez, c'est le moment présent, en réalité. C'est bien dans le moment présent que vous ressentez le choc en lien avec le passé. Donc cette rencontre sensorielle, eh bien, on pourrait dire, libère notre histoire, libère aussi l'étiquetage que l'on a apporté sur ce passé, et puis nous amène aussi à nous rendre compte que ce qui est important, c'est maintenant, c'est la vie maintenant. Voilà. Donc c'est toujours bon de le rappeler, c'est des positions, naturellement, c'est des positions thérapeutiques basses, ou simplement, je pars du principe que c'est vous qui savez. Voilà, c'est à moi de m'adapter à vous. Je le dis parfois quand une personne rentre au cabinet, puis s'il y a une personne dans cette pièce qui a du contrôle sur ce qui va se passer, c'est vous.
Parce que si certaines approches ne sont pas interdites par la loi, comme la désensibilisation oculaire, comme l'hypnose ou autre, pourquoi? C'est parce que dans une certaine mesure, on pourrait dire qu'on garde un libre arbitre ou que l'hypnose ne peut pas nous amener, ou la désensibilisation oculaire ne peut pas nous amener à faire quelque chose qui n'est pas pour nous. Et c'est en ça qu'on peut dire que l'hypnose n'est pas une perte de contrôle. Alors, bien sûr, l'hypnose est proposée, c'est jamais imposé. La désensibilisation oculaire est proposée, c'est jamais imposé. Certains d'entre nous, c'est pas ce qu'on veut. Certains d'entre nous, c'est l'étude de l'énéagramme. Effectivement, l'étude de l'énéagramme va nous permettre de comprendre que l'autre ne peut pas fonctionner autrement. Donc, c'est une porte directe vers le fait de comprendre ses enfants, comprendre ses parents. C'est riche, et puis ça met en lumière aussi, on pourrait dire, pour le dire ainsi, des programmes inconscients, c'est-à-dire ceux qui nous bloquent, ceux qui nous amènent à toujours avoir un certain type de comportement. On pourrait dire, c'est des piliers forts, malheureusement, qui s'auto-nourrissent entre eux. Et ça, c'est l'univers de l'énéagramme. Il y a une peur fondamentale qui, malheureusement, nous amène à agir d'une certaine manière, nous amène à avoir certaines attentes et qui explique tellement de choses, qui nous explique comment on pourrait dire, effectivement, on a vécu notre enfance aussi. Enfin, voilà. Je voulais vous présenter brièvement, de manière spontanée, ce que l'on peut proposer, tout simplement, au cabinet ou en ligne. Donc, vous pouvez me trouver, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne, vous pouvez me téléphoner, vous pouvez me laisser un mail. Vous avez accès aux formations en ligne, Énéagramme, peut-être. À bientôt. Voilà. Au revoir.